Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le SIADV et tout ce qui a trait aux déficiences visuelles. Je voulais préciser 2-3 petites choses. La première, c'est qu'on est bien là dans une action d'information, hein, un premier niveau d'information. Il ne s'agit pas de dire que vous allez être formé à la déficience visuelle. Non, vous allez avoir un premier niveau d'information, hein. La deuxième chose, c'est que c'est à l'initiative du dispositif Transition, hein, qui a pour vocation de, entre guillemets, professionnaliser les intervenants de l'IAE, donc de l'insertion par l'activité économique. Après, on a choisi d'ouvrir à l'ensemble des acteurs que sont l'éducation nationale, les services publics de l'emploi, le médico-social, en plus de l'IAE, hein, mais au départ, c'est en direction de l'IAE, hein. Et troisième et dernière petite chose, on va, au cours de l'heure et demie qui vient, là, aménager des temps d'échange, hein. Entre deux, je vous demanderai tous de couper vos micros pour que Guillemette ne soit pas parasité par ceci ou cela, hein. Donc, je compte sur vous pour avoir cette rigueur. De mon côté, je vais gérer le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez sur le chat et j'en ferai part à Guillemette en vous proposant d'intervenir si besoin, hein. Euh, et ça devrait bien se passer puisque ça s'est déjà bien passé sur d'autres interventions. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée à tous. Guillemette, à toi de jouer. Donc, je reviens vers vous. Donc, je suis Guillemette de Nantois, responsable du SIADV Normandie. Le SIADV est un service d'appui pour adultes déficients visuels. Nous sommes donc financés, entre autres, par l'AGFIP, le FIPHFP, OETH, etc. Et on fait partie de l'association Voir Ensemble. On est situé à Mondeville, donc près de Caen. Et on intervient sur toute la Normandie. Notre mission principale, j'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure, notre mission principale est donc d'essayer de trouver des solutions pour que chaque personne qui a une déficience visuelle reconnue puisse être autonome, soit sur un poste de travail, en formation ou éventuellement à domicile, puisqu'on intervient maintenant sur le Calvados pour les plus de 60 ans, mais uniquement sur le Calvados. Voilà. Donc, j'ai séparé l'intervention en deux grandes parties. La première partie, c'est plus sur la connaissance des déficiences visuelles. Évidemment, ça va nous obliger à nous remettre dans un petit peu de bio. Donc, la connaissance de l'œil, j'espère que je vais pouvoir vous rappeler quelques éléments principaux au niveau de l'œil. Je ne sais pas s'il y en a qui sont complètement néophytes. Et s'ils le sont, bah, tant pis pour eux, parce que je n'aurai pas le temps de revenir de manière approfondie sur les différentes parties. Mais on va essayer de simplifier, de vulgariser au maximum cette partie, qui est toujours un petit peu complexe. Vous savez que l'œil est un organe sensoriel qui est à la... vraiment qui se retrouve quasiment à mi-chemin entre le cerveau et donc le reste du corps, puisque la rétine est une émanation directe, le nerf optique et la rétine sont des émanations directes, donc sont des cellules nerveuses. Un œil fonctionne grâce à la lumière qui va traverser les différents corps, les différentes parties de l'œil qui sont transparentes, pour que la lumière arrive sur ces fameux neurones qui vont transformer cette lumière en un flux nerveux pour aller dans les aires visuelles qui, eux, les aires visuelles, elles, vont analyser cet influx nerveux et renvoyer une image. Ce n'est pas l'œil qui voit, hein, c'est le cerveau.
Il faut se souvenir de ça. L'œil ne fonctionnera bien que si toutes les parties qui sont devant la rétine, qui est dans le fond d'œil, là, qu'on voit en zébré, noir et blanc, et puis avec le petit arc-en-ciel au milieu. Donc, si les différentes parties qui sont devant cette rétine sont bien transparentes, bien régulières, etc., notre œil fonctionnera parfaitement. Alors, je vais rappeler ces parties puisque à partir de dysfonctionnement de ces différentes parties, on peut avoir des atteintes visuelles plus ou moins prononcées, plus ou moins différentes. Donc, la première partie, c'est la cornée hein, qui protège l'œil, qui normalement a un rayon de courbure régulier. Et quand cette cornée n'est pas régulière, on a des déformations de la vue. Entre autres, chez l'ophtalmo, on s'en rend compte parce qu'on arrive sur des toutes petites lettres à confondre des lettres. On parle souvent, quand il s'agit de déformation de la cornée, d'astigmatisme. Il y a très peu de gens qui ne sont pas astigmates. En revanche, quand c'est très, très déformé, l'astigmatisme peut être très fort et donc provoquer une malvoyance parce qu'on ne peut pas le corriger. Ou on peut avoir d'autres maladies sur la cornée. Hein. Je pourrais citer le kératocone, hein, qui est assez courant quand même. Enfin, nous, dans notre service, on en a quelques-uns tous les ans. Voilà. Suite à cette cornée, vous avez cette première chambre qui est l'humeur aqueuse dans laquelle circule un liquide qui arrive sur les côtés, qui s'évacue de l'autre côté de l'œil. Cette humeur aqueuse est située entre la cornée et le cristallin. Il se trouve que si vous avez trop d'humeur aqueuse, si vous en produisez trop ou si vous n'arrivez pas à l'évacuer parce que les petits canaux peuvent être obstrués, on est dans un cas où il y a trop de liquide dans un endroit, ça pousse sur les parois, donc ça augmente la pression. Donc on va parler de tension oculaire, qui n'a rien à voir avec la tension, la tension sanguine, évidemment, la tension artérielle. Cette tension oculaire, à partir du moment où vous avez beaucoup de tension dans cette chambre, qu'il y a trop d'humeur aqueuse, ça va pousser et sur le cristallin et sur le nerf optique. Ce qui peut provoquer une maladie qui est extrêmement qui est courante et d'autant plus courante quand on vieillit. Donc cette maladie, vous en avez tous entendu parler. Alors je vous demanderai bien de la citer, mais si vous avez fermé vos micros, je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Le glaucome, bien sûr. Exactement. Je ne sais pas. Je connais parce que j'en suis atteinte et que voilà. D'accord. Donc voilà, ce fameux glaucome, donc qui est une maladie très insidieuse puisque on ne s'en rend pas compte. Et donc il va provoquer un problème souvent, enfin je ne sais pas où vous en êtes, madame, mais souvent qui provoque… Vous avez fait un bilan dont je suis à la fois intervenante et puis handicapée. Donc j'ai bénéficié d'un bilan chez vous et une adaptation de poste. D'accord, très bien. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vois pas le nom, mais ce n'est pas grave. Madame Picard, psychologue à Pôle emploi à Fécamp. D'accord, ok. Donc, voilà, vous pouvez avoir malheureusement une diminution de votre champ visuel et malheureusement les glaucomes qui n'étaient pas traités auparavant conduisaient la plupart du temps à la cécité. C'était une des premières causes de cécité, mais il y a, on va dire au siècle dernier, au début du siècle dernier. Suite à l'humeur aqueuse, vous avez la pupille hein, et puis le cristallin. Le cristallin, vous savez, c'est la partie de l'œil qui est formée de lamelles qui se glissent les unes sur les autres pour pouvoir faire la mise au point. C'est comme dans un appareil photo, hein, cette mise au point, on va pouvoir regarder de près et puis on va faire donc une mise au point. Hein, le cristallin les lamelles vont
rassemblées au centre, hein, si vous voulez. Puis dès que vous repartez à regarder de loin, les lamelles vont s'écarter pour avoir une vision de loin. Malheureusement, ce cristallin vieillit aussi ou peut avoir des dysfonctionnements. Soit il peut s'opacifier, soit les lamelles sont de moins en moins souples et bougent de moins en moins, etc. Et donc, alors quand il s'opacifie, vous connaissez tous cette maladie qui est la cataracte. Et quand les lamelles sont de moins en moins, enfin quand il y a de moins en moins de souplesse de ce cristallin, on est dans le cas tout simplement de la presbytie que beaucoup connaissent et que tout le monde connaîtra sans doute. Voilà, donc de la même manière, un dysfonctionnement du cristallin, un cristallin qui s'opacifie ou qui a ce manque de souplesse, etc. Enfin, surtout dans le cas de la cataracte, ça s'opère, mais en général, on opère quand la cataracte est très avancée. Une cataracte non opérée, évidemment, vous conduit à une quasi-cécité. En général, c'est une vision floue, qui devient de plus en plus floue puisque ça s'opacifie. Ensuite, vous avez l'humeur vitrée. L'humeur vitrée, il y a pas... c'est toute cette partie énorme, donc dans le globe oculaire, qui est une espèce de gelée transparente. On en a la conscience quand on commence à avoir, d'abord quand on commence à vieillir, parce qu'on a des espèces de petits trucs qui se baladent dans notre champ de vision. C'est tout simplement le vitré qui commence à vieillir un peu, qui a des petites mouches, enfin, etc. Et puis, on peut avoir aussi des petits décollements du vitré, mais ce n'est pas forcément très grave. Le vitré va permettre de garder la forme de l'œil et donc de maintenir aussi la rétine à sa place. Et on en arrive à cette fameuse rétine, cellules nerveuses reliées au nerf optique. On a représenté la rétine par des petits traits noirs et blancs sur toute la périphérie et un arc-en-ciel pour la rétine centrale. On va commencer par la rétine centrale qui est composée de cellules nerveuses qu'on appelle des cônes. Et ces cônes, vous allez voir, cette partie de la rétine centrale, appelée également macula, comme ça va vous donner le nom de la problématique quand ces cônes dégénèrent. Elle est pile en face de l'axe de l'œil, hein, si on regarde bien. C'est-à-dire que cette petite partie, les cônes, former des cônes, nous permet d'avoir la vision précise, c'est-à-dire d'avoir cette fameuse vision en dixièmes, les 10 dixièmes qu'on peut avoir la chance d'avoir, c'est grâce à ces cônes. On l'a mise en couleur parce que c'est aussi la partie qui nous permet de voir de jour et de voir les couleurs. Hein. De jour, on voit les couleurs, pas de nuit. Voilà, donc c'est la vision précise, vision des couleurs, vision de jour. Plus on s'éloigne de cette partie, plus on a de bâtonnets. Et les bâtonnets, c'est ce qui représente, ce qui nous permet d'avoir un champ visuel. Un champ visuel à 180 degrés en binoculaire, hein, les deux yeux ensemble, c'est-à-dire on perçoit à gauche et à droite les mouvements, les formes, et ça nous donne aussi la vision nocturne. Donc, c'est pour ça que la nuit, on ne voit pas les couleurs. Les cônes ne fonctionnent plus, ce sont les bâtonnets qui fonctionnent. C'est pour ça que la vision des formes et du mouvement, donc cette vision périphérique, est extrêmement importante quand on est en conduite automobile. Donc cette rétine qui tapisse le fond d'œil. Alors, si vous pouvez m'interrompre hein, si je ne suis pas très claire. La rétine centrale, quand il y a une dégénérescence de la rétine centrale, vous connaissez tous cette maladie dont on parle beaucoup chez les personnes âgées, qui est la DMLA, hein, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Malheureusement, il y a
des personnes qui ont cette dégénérescence bien avant leurs 70 ans ou leurs 75 ans ou 85 ans. Donc cette DMLA, donc ça veut dire que quand on a les cônes qui dégénèrent, on va se retrouver souvent avec une tache, mais on reverra ça tout à l'heure. Et donc, on va perdre son acuité visuelle, on va perdre la vision des couleurs, on va avoir besoin d'aménagement. Quand on a une dégénérescence des bâtonnets, ce qui arrive assez souvent, sont des personnes qui se retrouvent avec une vision souvent tubulaire. Mais on va y revenir d'ici quelques secondes, minutes. La rétine donc reçoit la lumière, puisque cette lumière va traverser tous ces corps transparents et donc va conduire cette lumière au cerveau, aux aires visuelles. Alors, je vais vous éviter le discours sur les aires visuelles, c'est assez compliqué, mais vous pouvez avoir aussi des atteintes, il suffit que le nerf optique soit endommagé, que le chiasma optique, qui est le croisement des nerfs optiques, donc dans le cerveau, parce que, je ne sais pas, il y a une tumeur ou autre, pareil, l'influx nerveux ne va pas passer ou passer difficilement. Et les aires visuelles, de la même manière, si elles sont endommagées, vous aurez une analyse qui ne sera pas correcte. OK ? L'endroit où se fait la jonction du nerf optique avec les cellules de rétine s'appelle la tache aveugle. OK ? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de dixième. Quand on a une bonne acuité visuelle, donc des cônes qui fonctionnent bien. Donc, c'est l'acuité visuelle, précision de la vision, donc exprimée en dixième ou en vingtième. On va parler de vingtième quand on est en dessous de 1/10. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est ce qu'on appelle le champ visuel qui est perçu quand on regarde droit devant soi. Qu'est-ce qu'on perçoit sur les côtés, en haut et en bas? Et ce champ visuel est exprimé en degrés. Comment caractérise-t-on la malvoyance? On est reconnu comme étant malvoyant quand on a une acuité visuelle comprise entre 1/20 et 4/10. Alors ça, ce sont des normes, donc, mais on peut être malvoyant, enfin, surtout dans le cadre de l'insertion professionnelle, on n'est plus dans ces normes. On aura l'occasion d'y revenir. Ou, ce qui est très important, c'est pour ça qu'il est mis en rouge, ou un champ visuel compris entre 10 et 20 degrés, ce qui n'est pas grand-chose, hein, sachant qu'un bon champ visuel, c'est 180 degrés, et que si on peut même parler de champ visuel supérieur à 180 degrés. Entre autres, des déficients auditifs de naissance ont quelquefois tellement développé sur la vue qu'ils vont avoir une acuité visuelle supérieure à 10/10 ou un champ visuel supérieur à 180 degrés. Moi, j'ai vu des personnes sourdes qui avaient certainement un champ visuel égal à 200 degrés. À savoir aussi que le champ visuel, comme l'acuité visuelle, hein, va diminuer avec l'âge, hein, le champ visuel particulièrement. La non-voyance, la norme, hein, et on va parler de non-voyance quand on a une acuité visuelle inférieure à 1/20 ou un champ visuel inférieur à 10 degrés. On est bien dans le « ou », ce qui veut dire qu'on pourrait être reconnu comme étant aveugle, donc non-voyant, avec un champ visuel inférieur à 10 degrés et une acuité visuelle égale à 10/10. On est d'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui a une dégénérescence des bâtonnets, pardon, peut garder des cônes fonctionnels, avoir une bonne acuité visuelle à 8/10, mais avoir un champ visuel inférieur à 10 degrés, être considéré comme étant aveugle. C'est la cécité légale.
La cécité légale, ce n'est pas forcément ne plus rien voir du tout. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, pour comprendre un peu tout ça, on va partir de diapositives dans une rue. Là, vous êtes dans une rue, vision normale. Alors, ce qu'il faut qu'on repère par rapport, vous verrez, par rapport aux autres diapos, c'est la petite voiture qui est sur la gauche, hein, qui est une Twingo bleu marine. Vous avez le feu piéton rouge là, qui est face à nous, un piéton, un monsieur qui est prêt à traverser. On remarque bien le passage piéton parce qu'il est bien contrasté. Et puis en face, vous avez la rive gauche, parfumerie. Vous avez une zone à 30 à l'heure avec un bus qui arrive. OK. Quand on voit bien, ben voilà, on peut lire un texte hein, sans problème et tout va bien. En revanche, premier type de vision particulière, la vision floue. La vision floue, ça peut être lié à une très forte myopie, ça peut être lié à de la cataracte, ça peut être lié à pas mal de problématiques visuelles. Que se passe-t-il? Donc on a une acuité visuelle qui ne va pas être très élevée malgré les corrections, hein. Quand je vous parle d'acuité visuelle, c'est toujours avec correction. Ou avec, enfin avec correction quand il peut y en avoir, parce que quelquefois malheureusement, des corrections ne servent à rien et n'améliorent rien du tout. Donc que se passe-t-il? La personne est dans la même position que tout à l'heure, devant son passage piéton. Vous remarquerez que malgré la vision floue, on peut percevoir la voiture, peut-être qu'on n'arrivera pas à distinguer la marque. On peut percevoir le piéton. On ne pourra peut-être pas distinguer si c'est un homme ou une femme. On perçoit le passage piéton. En revanche, on ne va peut-être pas percevoir le bateau, c'est-à-dire la descente de trottoir ou le feu piéton. On ne va pas réussir à lire ce qu'il y a sur la vitrine, rive gauche parfumerie, mais on a préparé son déplacement, on sait que quand on est à ce passage piéton, il faut traverser la rue et on sait que la parfumerie dans laquelle on veut aller est en face. On va éviter, comme on perçoit on perçoit la forme du piéton face à nous, on va pouvoir l'éviter. On est dans un cas où, malgré une vision floue, une acuité visuelle diminuée, on va pouvoir se déplacer de manière relativement autonome. J'ai envie d'ajouter, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne va peut-être pas percevoir le bateau, mais comme on a un passage piéton, on imagine qu'il y a un bateau. Donc, on va peut-être un peu tâtonner, vérifier. Mais on peut circuler, on peut se déplacer, on est relativement autonome. En revanche, la lecture en vision floue devient beaucoup plus complexe, problématique. On peut quasiment pas lire. Ou alors, il faut se rapprocher très, très près de son texte. C'est pour ça que des grands myopes qui ont une correction qui les limite hein, dans leur acuité visuelle sont souvent à 5 cm du document. Donc ont des postures inadaptées, etc. Et peuvent malheureusement dire oh ben non, moi je suis habituée à être comme ça, je ne veux pas faire plus, etc. Ben non, quand on est dans cette situation, il faut pouvoir utiliser des compensations et entre autres en compensation, ben on va utiliser du grossissement, de l'éclairage, hein, du contraste, etc. Pour avoir des meilleures postures, pour éviter 10 ans après d'avoir des problèmes de dos et de cervicales. Deuxième problématique, la vision tubulaire. La vision tubulaire, dont vous vous souvenez, on a parlé de ces bâtonnets
qui peuvent dégénérer. C'est le cas dans la rétinite, ça peut être le cas aussi par rapport au glaucome, hein. Rétinite pigmentaire ou le fait d'avoir les bâtonnets qui disparaissent, qui dégénèrent, qui meurent. On n'a plus que sa vision centrale, c'est-à-dire qu'on voit, comme on dit, dans un tube. On peut garder, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut garder une excellente acuité visuelle centrale qui quelquefois trompe l'entourage, parce qu'on va pouvoir voir une petite chose qui est en plein centre de son champ visuel, mais on va se cogner dans un meuble qui est à gauche ou un obstacle qui est à gauche, à droite, ou se cogner dans quelqu'un. D'ailleurs, là, vous voyez, on veut traverser, on ne voit plus la voiture qui était à gauche. On continue à voir un petit peu le piéton, mais on n'est pas loin de le rater. On a le feu piéton qui est pile en face, et comme on a gardé une bonne acuité visuelle, eh bien, on voit que le feu piéton est rouge, donc on va attendre qu'il passe au vert. On voit un peu le passage piéton, donc on sait qu'on est bien positionné, mais on ne voit pas à ses pieds. Donc on va être obligé, quand on est dans cette situation, on va être obligé de balayer dans tout le champ de vision pour pouvoir percevoir tous les obstacles qui sont à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. On va donc être beaucoup plus lent et on va avoir des risques de chute, des risques d'accident, des risques de heurts, puisque quand on regarde à gauche, il peut se passer quelque chose à droite. C'est quelque chose, et c'est très fatigant parce que le cerveau, on a une vision, on a en fait plusieurs images qu'il va falloir rassembler pour avoir une vision globale de son environnement. On va d'abord traverser et après on va aller chercher la parfumerie, hein, puisque là on ne la voit pas du tout et qu'on a d'autres, j'ai envie de dire entre guillemets, on a d'autres chats à fouetter. Donc c'est une problématique qui est assez complexe lorsqu'on fait des déplacements à pied, et particulièrement dès que la nuit tombe. Ce sont des personnes qui, le soir à 17h, 17h30 l'hiver, vont être en quasi-cécité parce que elles ont des bâtonnets qui ne fonctionnent plus, donc elles n'ont plus du tout de vision de nuit. Donc elles vont être en cécité, alors que de jour, elles pourront assez bien se déplacer. Difficile à faire comprendre dans l'environnement professionnel, même dans l'environnement familial. Les difficultés quand on est en lecture, alors on va peut-être très bien voir ce qui est au centre de notre vision, mais il va falloir qu'on balaye beaucoup pour pouvoir lire tout le texte. Donc on a des risques de perte de la ligne, et puis c'est très fatigant parce qu'il faut vraiment, on a des mots qui sont coupés, donc c'est une lecture qui peut être facilement hachée, etc. On n'a pas eu le temps de se croiser. J'ai vu que tu avais essayé de me joindre, mais j'étais partie en fait à 13h, j'étais chez Retra. Oui. Karima, coupe ton micro. Donc, je croyais que madame voulait me poser une question, mais non. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si on grossit, on va avoir de moins en moins de lettres dans le champ visuel restant. Donc, il va falloir trouver le bon mixte entre les contrastes, le grossissement, la taille du champ visuel, hein, ce qui nous reste, etc., pour pouvoir adapter cette lecture. Donc, c'est assez complexe, d'autant plus que ce sont des personnes qui souvent ont perdu aussi un peu en vision centrale, qui vont avoir besoin d'éclairage, de contraste, etc. Alors, on a parlé de la vision tubulaire. Là, on est sur l'atteinte centrale, donc est l'inverse, hein.
Tout à l'heure, on a vu vision tubulaire, dégénérescence des bâtonnets, vision centrale, dégénérescence des cônes. On est vraiment sur l'inverse. Dégénérescence des cônes, on a une vision centrale au centre de l'œil qui nous donnait une acuité visuelle, une bonne acuité visuelle. Donc, une acuité visuelle qui est effondrée, qui est souvent égale à 1/20. Quand la maladie est très, très installée. Par exemple, chez les personnes âgées, vont vous dire bah, « Non, je suis aveugle, je ne peux plus voir. Je ne vois plus, je suis aveugle. » Légalement, c'est vrai. Dans la réalité, c'est faux. Parce que regardez, là, on voit plein de choses. On peut percevoir. Alors, on n'a plus la vision des couleurs. Alors, tout ça, c'est très progressif. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain où on se retrouve avec un énorme scotome central, c'est-à-dire cette tache, et puis la perte de vision des couleurs, etc. C'est très progressif. Donc, ce scotome au centre, mais on perçoit quand même la petite voiture sur la gauche. On ne saura pas trop ce que c'est, mais on l'aperçoit. Puis on va peut-être l'entendre. Vive les voitures électriques. On perçoit le passage piéton parce qu'il est très contrasté. On perçoit l'ombre, enfin la forme du piéton qui est en face, mais on a du mal, on ne perçoit plus le feu parce qu'il est trop petit, puis on ne voit plus les couleurs. On ne perçoit pas le bateau. Donc effectivement, ça va induire des difficultés de déplacement, mais on peut compenser, on peut apprendre à mieux analyser son environnement et à continuer à se déplacer en faisant attention, hein, en prenant toutes les précautions possibles. Au niveau de la lecture, malheureusement, scotome central, donc il y a une tache qui fait qu'on ne va pas pouvoir lire ce qu'il y a derrière cette tache. Et comme l'acuité visuelle est effondrée, on se retrouve un peu comme dans la vision floue, hein, où on ne pourra pas lire, tout sera flou, illisible. On va donc être obligé d'utiliser des moyens de compensation, hein, de grossissement, de contraste, d'éclairage. Si ceux-ci ne sont pas suffisants, on pourra utiliser ce qu'on appelle les synthèses vocales, c'est-à-dire la lecture d'écran. Hein. En général, on commence par des loupes, hein, après on va aller sur des vidéoloupes, des téléagrandisseurs, et puis si ce n'est pas suffisant, on passera sur de la lecture d'écran. Il y a des moyens de compensation, hein, malheureusement qui sont très chers, mais il y a des moyens de compensation qui existent et qui sont très utiles pour ce type de déficience visuelle. Et ces moyens, je vous les présente. Donc là, vous avez ce qu'on appelle on va peut-être commencer par les loupes, hein, des loupes à main ou loupes à poser. La loupe, malheureusement, donc c'est de l'optique, ça a un grossissement défini à la base. Donc, et plus la loupe grossit, moins le champ de lecture sera important. Parce que plus ça va être grossi, plus ça va être concentré, la matière va être concentrée au centre pour pouvoir grossir. Donc, Guillemette, je t'interromps une seconde. Oui. J'ai une question sur le chat d'Alexandra dans la Manche que j'invite à prendre la parole et puis à échanger avec toi. Donc j'écoute. Bonjour, oui, donc Alexandra Dumas, conseil départemental de la Manche. Oui. J'avais une question par rapport au daltonisme, parce que j'imagine que c'est du coup un problème au niveau des cônes. Oui. Et quel impact ça a du coup concrètement sur l'acuité visuelle? J'ai pas encore tout présenté, mais on présente quasiment pas le daltonisme parce que d'abord il y a beaucoup de gens qui sont. Alors, on va parler de. Nous, on parle pas de daltonisme, on parle de dyschromatopsie, c'est-à-dire une déficience au niveau de la vision des couleurs. Le daltonisme touche que certaines couleurs, le rouge, le vert. Mais vous pouvez aussi toucher le bleu, ça peut toucher. Vous avez des personnes qui n'ont aucune vision des couleurs, qui ne voient qu'en gris.
en camailleux de gris. J'ai eu un jeune comme ça qu'on avait suivi et son orientation, il voyait que en camailleux de gris. Et un jour, on lui demande ce qu'il voulait faire dans la vie, dans sa vie professionnelle. Il nous a dit vendeur de poissons rouges. Et en fait, il a réussi. Il a réussi parce qu'il a compensé sur les formes, il a compensé sur autre chose. Le daltonisme ne devient un handicap que lorsque, dans votre situation professionnelle, vous êtes confronté à la discrimination de couleur. Donc c'est très rare. On a eu, nous, allez, en 25 ans de travail au SIADV, on a peut-être eu 2-3 cas de daltonisme qui étaient problématiques. Entre autres, un monsieur qui travaillait à la MSA, à l'imprimerie de la MSA, qui était imprimeur daltonien depuis toujours. Donc en général, c'est aussi un problème de naissance. Et à qui tout d'un coup on a dit on va changer le matériel, on va mettre du matériel numérique, etc. Et là, ça a été un problème pour lui parce qu'il fallait qu'il voie les couleurs, alors qu'avant il faisait ses mélanges et il savait quel mélange il devait faire. Donc tant qu'il savait qu'il fallait qu'il mette du bleu, du jaune à telle proportion, etc., il n'avait aucun problème pour faire le vert de la MSA. Mais le jour où on lui a dit il faut prendre le vert qui est dans le vert de la machine, là il ne le voyait plus, c'était un problème. On n'a pas pu aménager, c'est quand même fou parce que le modernisme en fait l'a mis en situation de handicap alors qu'il n'avait jamais rien demandé à personne jusqu'à présent. Donc il y a eu un reclassement tout simplement. Mon conjoint est daltonien et il était électricien. Donc Oui. pour la couleur des fils, il a réussi lui à compenser en fait parce que lui il a un problème avec le violet, le bleu, enfin toutes ces couleurs-là. Oui. Et plutôt les couleurs froides et du coup il a réussi lui à compenser en fait par rapport aux couleurs que lui voyait tout simplement. Ben oui. Voilà, en général, les personnes ne se retrouvent pas en situation de handicap. Non. Le daltonien, par exemple, il va conduire le feu rouge, le feu vert. En fait, il sait où est la position du rouge et du vert. Ouais, sauf si les feux sont très très sales. Oui, alors voilà. Parce que là, il ne voit pas en fait du tout. Ouais. Mais ceci dit, nous, on a le même problème quand on a le soleil qui donne sur le feu. Moi, l'autre jour, j'ai été confrontée à ça. J'ai fini par passer parce que. On ne voit pas les couleurs. Parce que j'ai vu les voitures s'arrêter en face. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça doit être bon, ça a dû passer au vert de notre côté. Mais voilà, c'est pas. Mais ça peut être un problème. Ça peut être un problème, hein, mais c'est rarement un problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont daltoniens qui ne le savent pas. Enfin, daltoniens ou qui ont un problème de vision des couleurs. J'ai quelques anecdotes là-dessus, mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler. Donc, Alexandra, la réponse est suffisante? Oui, je vous remercie. Et voilà. J'ai pris de toute façon vos coordonnées, donc je pourrais revenir vers vous si besoin. Oui. Merci. Le problème du daltonisme, enfin, ou le problème de la vision des couleurs, quelquefois, c'est quand elle est liée à d'autres particularités. Hein, à une déficience plus globale, un syndrome ou à autre chose. Ou là, effectivement. Donc, je disais les loupes. Vous avez les loupes électroniques, hein, vous en avez une ici. Donc, c'est une petite caméra avec un écran numérique. La caméra filme le texte et vous pouvez changer les contrastes. Hein. Vous avez un modèle un peu plus grand ici, où là, on est plus sur un petit téléagrandisseur portable. Donc, par rapport à ces aides, Guillemette, j'ai Laurence du Pôle emploi d'Harfleur qui demande quelles aides financières on peut avoir. Alors, les aides financières, alors, je vais peut-être terminer sur les aides là, que je présente et puis je vais vous parler des aides financières. Donc là, vous avez également un téléagrandisseur qui est alors donc une caméra qui renvoie l'image sur un écran et qui en plus est parlant.
C'est-à-dire que, alors évidemment, là, il y a une image, enfin, il y a une photo avec des images. Le logiciel de reconnaissance ne va pas pouvoir décrypter les images, hein, bien sûr, mais il va décrypter le texte. Et puis, vous avez aussi maintenant, vous voyez, vous avez une personne là, qui a une espèce de gros stylo dans la main. Ça, c'est pareil, c'est une espèce de scanner avec un OCR, une synthèse vocale qui vous permet de lire le texte en vocal. Vous retrouvez le même matériel sur des lunettes. C'est-à-dire qu'il faut viser le texte, appuyer sur l'appareil, enfin sur une touche, et ça vous lit instantanément le texte en vocal. Bon, il faut qu'il soit bien pour des bouquins, des revues, des choses comme, enfin des articles, c'est assez extraordinaire. Et je vais en arriver au prix, ça coûte assez cher. Enfin, celui qui se met sur les lunettes est à 4 000 €, celui-ci est à 2 000 €. Une simple vidéo loupe, on en a tout de suite entre 500 et 1 000 €. Et puis après, dès qu'on passe au téléagrandisseur, celui-ci qui est Android, hein, donc vous pouvez lire vos mails, c'est un peu comme une tablette avec des contrastes et compagnie. C'est quasiment 3 000 € et les téléagrandisseurs, en général, ils sont à 3 500, 4 000, 4 500. On en arrive au tarif et au financement. Lorsque la personne est en accès en emploi ou en maintien en emploi, elle a droit à une adaptation de poste qui peut être financée par la GFIP, par le FIP, au ETH ou par un accord d'entreprise sur l'accès et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, donc par exemple tous les grands groupes, hein, bancaires, assurances, etc. Lorsque la personne est en formation, c'est pareil, elle peut avoir droit à des financements, mais si elle est demandeur d'emploi, elle a droit à des financements de la GFIP à hauteur de 5 000 €. Et si elle le peut, si elle a droit à la PCH, en général, on couple les deux. Quand il y a par exemple, s'il y a besoin d'un téléagrandisseur, et je vais passer à l'informatique, il peut y avoir besoin d'un téléagrandisseur, d'un logiciel, par exemple Zoom Text, hein, sur son ordi. On peut avoir besoin d'un clavier avec des touches contrastées et agrandies, etc. Ou avoir besoin de braille. Donc, on peut avoir des financements quand on est demandeur d'emploi, à partir du moment où on recherche, on est en insertion professionnelle, qu'on recherche activement un emploi, on peut avoir des aides à concurrence de 5 000 € par la GFIP, plus des aides de la MDPH. La difficulté, c'est d'avoir les aides de la MDPH dans des délais relativement courts, enfin relativement modérés, on va dire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et nous, en tant que SIADV, on peut aider à choisir ces aides, hein, et à les valider, et donc en faisant des essais avec la personne. Je reviendrai tout à l'heure quand on va parler de l'offre de service. C'est bon? Pour tout ce qui est lié au déplacement, on est sur... alors là, on est sur des aides plutôt pour les personnes aveugles, hein. Le chien, la canne blanche, le GPS ou la canne électronique qui vont permettre à une personne de se déplacer de manière autonome. Alors là, on s'adresse plutôt à des personnes aveugles, très malvoyantes, des personnes qui ont une rétinite pigmentaire, par exemple, qui peuvent utiliser une canne de nuit, mais pas de jour. Qui peuvent utiliser une canne à l'extérieur, mais peut-être pas en entreprise. Le chien, il faut vraiment être déjà autonome avec la canne pour avoir un chien, mais voilà. Et puis, il faut avoir envie d'avoir un chien guide, hein, faut s'en occuper quand il n'est pas au travail. Voilà, au bout de quelques années, ben, il est mis en retraite, et c'est pas 40 ans de boulot comme nous, hein, c'est au bout de quelques années, moins de 10 ans. Je ne sais plus, je crois que c'est 6 ou 7 ans. Le chien est mis en retraite et il faut demander un nouveau chien, ce qui est quelquefois compliqué.
Au niveau des déplacements, sinon, on va travailler sur tout ce qui est déplacement à pied, analyse de son environnement, analyse des obstacles, comment balayer, enfin, etc. À propos de balayage, ça nous arrive souvent lors des évaluations de proposer, enfin de faire une évaluation en orthopsie et de proposer à la personne de faire de la rééducation en orthopsie pour améliorer ses capacités fonctionnelles. Alors, je reviens sur les visions, les différents types de visions. Là, on est sur la vision parcellaire. Là, je pourrais vous donner un bon exemple qui est la rétinopathie diabétique. Rétinopathie diabétique, c'est-à-dire quand on a le diabète, malheureusement, un diabète mal contrôlé, mal stabilisé, peut engendrer des hémorragies. Et du coup, comment? Non, bah, je commençais une conférence là, sur la malvision, mais oui. Donc, cette rétinopathie diabétique, oui, des petites hémorragies qui peuvent provoquer des taches de sang. Vous pouvez avoir aussi des taches de sang dans l'humeur vitrée. Vous pouvez avoir également des petites nécroses de la rétine, c'est-à-dire des zones sur lesquelles la rétine ne fonctionne plus, hein, dans le cas de d'autres affections. La difficulté, c'est surtout de la fatigue visuelle, c'est comment voir ce qu'il y a derrière les taches. Donc, on est constamment en train de balayer pour essayer de comprendre tout son environnement en dehors des taches. C'est-à-dire que si on veut chercher la parfumerie, il va falloir qu'on décentre son regard, qu'on balaye, qu'on essaye de voir entre les deux taches, etc. Donc, c'est assez fatigant. Le grossissement n'est pas forcément la panacée, mais comme en général, on a d'autres difficultés en même temps, c'est vrai que souvent, on est sur du contraste, du grossissement, de l'éclairage. Voilà, on en arrive à des choses comme ça quand il s'agit de lire. Donc, ce sont des lectures fatigantes. J'ai une question là, Guillemette. Oui. Pour un travailleur des arts, quel type d'aide il peut avoir pour s'équiper? Normalement, un Parce qu'il n'a travailleur pas le statut salarié, donc. Ben non. Alors, ESAT, logiquement, l'employeur a des aides au poste. Ouais. Donc, il faut utiliser les aides au poste pour équiper. Je me permets d'intervenir. Oui. Les aides au poste sont uniquement là pour payer la rémunération du travailleur, mais on n'a pas de budget spécifiquement pour les aides techniques des usagers. Alors, je suis assez d'accord avec vous. On a souvent des demandes pour des personnes déficientes visuelles en ESAT. Et malheureusement, l'AGFIP ne finance pas, le FIP non plus, évidemment, l'OETH non plus. Donc, c'est à l'employeur de trouver les solutions. Alors, oui. Ça nous est arrivé d'intervenir. C'est arrivé, certaines personnes vont utiliser leur PCH pour avoir du matériel. Mais le problème, c'est comment on va choisir ce matériel. Et là, il y a souvent besoin d'une prestation spécifique. Je suis d'accord, il y a un manque. Hein. Et l'AGFIP nous répond toujours, il y a des aides au poste. L'AGFIP devrait se renseigner sur comment fonctionne financièrement un ESAT. Mais il n'y a pas de ligne budgétaire pour toutes ces aides au poste techniques. Ouais. Alors qu'on est censé être spécialiste. Ou alors, il faudrait les informer. C'est peut-être à vous de les informer. Oui. Il y a du boulot. Donnez-moi un nom. Oh, bah, vous allez voir le délégué régional de la GFIP ou vous allez en national. Essayez de rencontrer des administrateurs de la GFIP. Ou l'État, hein, tout simplement. Pourquoi ?
Mais je n'ai pas de solution, hein. Malheureusement. Certainement plus que nous. Vous pouvez faire passer le message que dans les aides au poste ne sont pas là pour financer les aides techniques. Bah oui, mais nous, c'est toujours ce qu'on nous répond. Si. Alors, autre vision parcellaire, par exemple, tout ce qui est lié au décollement de rétine. Vous voyez, il y a toute une zone là où la rétine n'est plus, c'est décollé. Ça peut être un déchirement, un décollement. Donc, l'influx nerveux ne passe plus puisqu'elle est décollée. Donc, il n'y a plus la liaison entre les cellules de la rétine et le nerf optique n'existe plus. Donc, il y a toute une zone sur laquelle la personne ne perçoit plus rien. Au niveau, vous voyez toujours pareil, hein, à partir du moment où il y a une partie de son champ visuel qui ne fonctionne plus, on ne voit plus. On ne voit plus, là ça va être à gauche, on ne voit plus la voiture par exemple qui est à gauche. Ce qui n'empêche pas de bien voir par ailleurs. Donc ça peut être de la rééducation en orthopsie qui va permettre de mieux balayer et de compenser. Malheureusement, c'est pareil, souvent les décollements de rétine arrivent lorsqu'on a d'autres affections de type, par exemple, très forte myopie. À partir du moment où on est très myope, ça veut dire qu'on a une rétine qui est très fragile, donc sujet à décollement de rétine. Aujourd'hui, on arrive à relativement bien soigner les décollements de rétine s'ils sont pris à temps, hein. Le laser est très efficace. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous devez lire? Il faut aller chercher l'information derrière cette tâche, donc apprendre à balayer, etc. Mais on peut lire, hein. Sauf si on a une forte myopie en plus, et là on revient sur les téléagrandisseurs et tout le reste. Dernière partie des visions parcellaires, tout ce qui est l'atteinte neurovisuelle liée à des tumeurs, à des AVC, des traumas crâniens, où on peut avoir toute une partie de son champ visuel qui, sur laquelle on peut plus, on ne perçoit plus. Et en fait, là, c'est le cerveau, c'est pas l'œil. L'œil est fonctionnel, l'œil est sain, mais c'est le cerveau qui dysfonctionne. Et donc, il faut apprendre à aller chercher l'information dans cette partie qui ne perçoit pas. Ce qui est compliqué, c'est lorsqu'on a une héminégligence, c'est-à-dire qu'au lieu de l'héminégligence, je vais vous donner l'exemple avec la lecture. Quand on a une hémianopsie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas sur une partie de son champ visuel, on va aller chercher l'information. C'est-à-dire qu'on va lire depuis 1987, les entreprises à une obligation d'emploi, puis on va dire il manque quelque chose, là, la phrase ne veut rien dire, donc il y a quelque chose à aller chercher, on va aller chercher l'information. Quand on est dans l'émi-négligence, on va lire depuis 1987, les entreprises D à une obligation d'emploi N, la loi du 11 février, puis on va dire, mais le texte, là, il ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire qu'on néglige, on occulte toute cette partie droite. Ce sont des personnes qui, quand elles vont déjeuner, vont laisser la moitié de leur assiette. Et si on leur dit, c'est pas bon, pourquoi tu laisses la moitié de ton assiette? Ils vont dire, si, moi j'ai fini mon assiette, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai eu un jeune homme comme ça qui avait fait un AVC et il avait une héminégligence alors souvent en plus c'est pas forcément vu lors des examens médicaux et donc ce monsieur je crois ne le savait pas trop et il est sorti un jour de chez lui, il n'a pas regardé à gauche et a failli se faire écraser. C'est vraiment, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Donc l'héminégligence, on néglige, on ne se rend pas compte. Et puis dernière façon de mal voir, c'est tout ce qui est lié à la photophobie. Alors on met la photophobie en dernier parce que souvent, tout ce que je vous ai montré auparavant, les personnes ont souvent une photophobie en plus. Donc la photophobie, alors par exemple, ça peut être de l'albinisme. Vous savez, quand on n'a plus
Je cherche le mot, ça va me revenir. Quand on n'a pas… Oh ben j'arrive plus à trouver le mot. Enfin bref, dans la rétine, par exemple, l'albinisme, toute la lumière arrive directement sur la rétine. Et donc, on est ébloui, même une page blanche va nous éblouir. Même un plan de travail gris clair peut être éblouissant. Des murs de bureau blancs peuvent être éblouissants lorsqu'on est atteint, par exemple, d'albinisme. Ce sont des personnes qui vont se présenter, par exemple, à un entretien d'embauche avec des lunettes noires et une visière. On n'allait peut-être pas, l'employeur va peut-être pas comprendre, va se dire oh là là, il est pas très bien élevé celui-ci, pas beaucoup de respect. Mais en fait, ce sont des personnes qui ne supportent pas la moindre lumière. Vous imaginez les conflits dans les bureaux quand ça n'est pas su, que la personne a une photophobie, donc ferme tous les stores, éteint les lumières, etc., baisse ses paramétrages luminosité, contraste au maximum sur son écran, et que vous êtes, vous, en face, vous avez envie de voir le beau ciel bleu qu'on n'a pas souvent, et puis de ne pas être dans le sombre toute la journée. Donc ça peut créer des conflits dans un bureau si les choses ne sont pas dites, d'où aussi les sensibilisations que l'on fait dans les entreprises auprès des collectifs de travail et des employeurs, pour essayer d'expliquer les difficultés des personnes, hein, parce que cette photophobie existe très très souvent. Aujourd'hui, on met beaucoup d'éclairage adapté, c'est-à-dire d'éclairage indirect LED, pour éviter justement que cet éclairage direct arrive sur l'écran d'ordinateur, ce qui peut être extrêmement fatigant, même si on n'est pas photophobe. Et souvent, on pense que c'est l'écran qui nous fatigue. La plupart du temps, c'est la lumière de votre bureau. C'est la lumière du bureau qui va provoquer cette fatigue parce qu'elle va venir sur l'écran ou la lumière d'une fenêtre, hein, tout simplement. Vous allez avoir des reflets sur l'écran où ça va augmenter la luminosité, ça va nous fatiguer, donner mal à la tête. Comme, alors certains trouvent la parade en disant, bah, comme ça, moi j'éteins la lumière du bureau, je suis dans le noir et je regarde que mon écran. C'est pareil, c'est très fatigant parce que là, c'est le contraste entre le noir et la partie éclairée, un peu comme la nuit, les phares de voiture. Hein. Pourquoi ça nous éblouit la nuit? Ben parce qu'on a des phares blancs ou jaunes, une lumière forte au milieu du noir. Des phares dans la journée ne nous éblouissent jamais. Donc cette photophobie, on intervient beaucoup sur tout ce qui est éclairage, hein, des postes de travail ou en formation, c'est plus compliqué en formation évidemment. Sur du papier blanc, par exemple, voilà ce que ça va donner, hein. La personne est en incapacité de lire certaines parties parce qu'il va y avoir des éblouissements à certains endroits. Les compensations sont souvent les verts teintés. Et là, on vous a mis des verts teintés avec des montures, ce qu'on appelle des montures couvrantes, hein, sur le dessus, sur les sourcils et sur les tempes. Parce que les personnes qui sont très photophobes, même la lumière qui arrive en haut et sur les côtés est gênante pour elles. Vous voyez, ce ne sont pas des montures suffisamment couvrantes. Pour certaines personnes, ce n'est pas suffisant. Et quand les montures couvrantes ne sont pas suffisantes, on va proposer une visière ou une casquette. La teinte des verres va varier. Si vous mettez des verres solaires habituels, marron, vert ou dans les teintes bleues, il faut savoir que nous, si on a une bonne acuité, on va peut-être perdre un petit dixième ou un demi-dixième, etc. Ce n'est pas très grave. Quand on en a 10, d'être à 9,5, ça ne change pas grand-chose. En revanche, une personne qui a 1 ou 2 dixièmes, si elle perd un demi-dixième ou un petit dixième, elle peut perdre la moitié de sa vue. Donc, on est plutôt sur des verres à fort contraste, hein, polarisants, ou avec des teintes qui vont augmenter les contrastes, des jaunes, des orangés,
d'éteinte de ce type, qui en plus sont recommandés pour la rétine. Aujourd'hui, les verres jaunes sont très communs puisqu'on en vend pour les conducteurs, enfin, qui se sont éblouis la nuit avec les phares, sans qu'on soit déficient visuel. Je vous les recommande, c'est très confortable. Voilà. Au niveau, j'ai terminé sur cette présentation. Avez-vous des questions? Non? Et éventuellement, est-ce qu'il y a des innovations en termes d'aide technique dans les prochaines années, des choses en étude? Ouais, les innovations, on va être vraiment sur justement ce que je vous ai montré tout à l'heure, les lunettes Orcam, là, ou le crayon lecteur, le reader, où on est vraiment sur de la miniaturisation des outils et avec un OCR extrêmement puissant, une synthèse vocale très puissante. On est aussi sur on est plus sur de l'amélioration d'existants actuellement que sur de l'innovation complète. Alors, vous avez les GPS pour les déplacements qui sont de plus en plus utilisés. Avec, par exemple, en innovation, vous avez, je ne les ai pas montrés, il faudrait que je les mette sur le diaporama. Vous avez des capteurs quand on est Voilà, quand on a une canne de déplacement, en fait, on protège le balayage qu'on fait de gauche à droite, protège le bas du corps, d'épaule à épaule. C'est pour ça qu'on balaye. Hein. Si on va tout droit, s'il y a un obstacle à gauche ou à droite de la canne qui va tout droit, on va buter dedans, hein, ça c'est sûr, ou on va tomber dans le trou. Donc il faut balayer pour protéger tout son corps. Mais la canne, évidemment, ne va pas protéger la tête. Bon, c'est rare qu'on ait des obstacles à hauteur de la tête, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des échafaudages ou des choses comme ça. Ou des branches d'arbres ou des panneaux. Quelquefois, ça arrive. Et donc, il y a une société qui a inventé des capteurs. C'est une espèce de collier avec des capteurs, un collier qu'on se met autour du cou. Donc, ce n'est pas très esthétique, mais bon. Et ces capteurs vont vous permettre de détecter ces obstacles en hauteur. Vous avez pareil des bracelets vibreurs qu'on met autour des poignets avec un GPS relié au GPS. Alors tout ça, c'est de la technologie Bluetooth hein, et compagnie. Donc quand vous êtes aveugle et que vous mettez votre GPS de téléphone, par exemple, en route, le bracelet va vous aider, va vous dire en plus, hop, ça y est, il faut tourner, il va vibrer au poignet gauche ou au poignet droit pour vous dire, il faut tourner. Donc, il y a des choses comme ça qui sont innovantes. Il y a vraiment, au niveau de la cécité, au niveau du braille, il n'y a pas eu vraiment d'innovation. On est toujours sur la plage tactile. Au niveau de la synthèse vocale, ça s'améliore de plus en plus. Hein, la lecture est de mieux en mieux. Alors, il y a peut-être une innovation qui arrive, qui n'est pas encore au point, mais qui commence à l'être. C'est tout ce qui est lecture manuscrite. Jusqu'à présent, un lecteur, un OCR ne pouvait pas décrypter de la lecture manuscrite, sauf dans les banques, puisque c'est très limité aux chiffres, donc c'est assez facile. Aujourd'hui, justement, c'est parti des banques d'ailleurs. Il y a des ingénieurs informaticiens qui travaillent sur cette lecture manuscrite. C'est vrai, c'est ce qui peut nous limiter dans les aménagements de poste. Voilà, c'est cette lecture manuscrite. Sinon, après, c'est des petits... Si, il y a plein d'applications. Il y a plein d'applications qui existent pour reconnaître les couleurs, pour... L'avantage aujourd'hui des applications, c'est-à-dire que vous pouvez les installer sur votre smartphone et les utiliser facilement. Alors, je connais aussi quelqu'un qui utilise une application, je ne sais plus comment elle s'appelle,
c'est pas mal du tout. En fait, c'est une communauté qui, lorsqu'on a besoin de quelque chose, vous avez l'appli qui fonctionne avec une caméra. Vous envoyez l'image à la personne, enfin, vous envoyez l'image à l'appli qui contacte quelqu'un qui est bénévole et qui va être disponible à ce moment-là et qui va pouvoir dire, bah oui, vous êtes devant, je sais pas moi, devant la boîte de petits pois casse-grains. Pour une personne aveugle, c'est assez génial. Alors, je connais quelqu'un qui l'utilise et qui dit c'est super parce que n'importe où dans la maison ou à l'extérieur, j'ai quelqu'un qui peut me répondre et c'est à la limite, c'est plus sympa que c'est plus sympa, ce sont des bénévoles, c'est plus sympa qu'une voix de synthèse vocale. Mais l'Orcam Read, donc ce stylo-là ou ces lunettes, vont vous le faire aussi, peuvent lire par exemple ce qu'il y a sur une boîte de conserve. En direct. Sinon, j'ai pas d'autres innovations qui me viennent à l'esprit. Alors, vous avez ici la réalité virtuelle augmentée qui peut permettre, alors j'ai vu, il y a des masques pour certaines personnes qui peuvent permettre de voir des photos. J'ai vu un monsieur qui l'utilisait pour voir les photos de ses petits-enfants qu'il ne pouvait plus voir. Donc, il disait c'est génial, mais c'est vrai que c'est pas encore, c'est très très cher encore. Et puis ça a des inconvénients majeurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous déplacer avec des lunettes en réalité augmentée. Ça vous donne le tournis. Et c'est pas toujours efficace. Il y en a qui l'utilisent pour regarder la télé, mais c'est pas efficace pour tout le monde. Donc à chaque fois, il faut vraiment tester. On a encore eu la preuve l'autre jour pour une jeune femme qui nous disait ah bah oui, moi je vais m'acheter une vidéo-loupe, vous voyez, comme enfin, la loupe électronique, comme ça. Et elle avait choisi son modèle sur Internet, direct. Et je lui dis non, c'est pas possible, il faut vraiment l'essayer. Et elle trouvait que ça allait lui faire perdre du temps. Et aujourd'hui, elle nous dit merci parce que en fait, elle n'a pas du tout choisi celle qu'elle avait prise, qu'elle avait choisie. Elle avait pris le premier modèle sur Internet. Et elle est en train de choisir un autre modèle qui lui convient beaucoup mieux. Voilà, donc vraiment faire des essais. On a une question aussi d'Émilie de Dieppe, oui. Si elle veut prendre la parole. Émilie? Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Du coup, oui, en fait, je posais une question assez concrète. En fait, j'accompagne une personne qui a eu l'occasion d'avoir le matériel mis à disposition par le SIADV. Là, il y a un projet d'un contrat sur une durée assez longue et je voulais savoir à partir de quand on pouvait envisager d'acheter ce matériel. Je pense savoir de qui vous parlez. Oui. Bah oui, pour ce monsieur, ça devient très compliqué. Alors, première difficulté, voilà, c'est quelqu'un pour qui on a, enfin, qui cherche du travail depuis un moment, qui a fait une formation et pour qui on avait fait un dossier de financement d'aide technique pour pouvoir suivre sa formation et chercher du travail. Il a fait une demande à l'AGEFIP, vu le montant des aides techniques, il avait fait une demande, il y en avait pour à peu près 7 000 €, un peu plus de 6 000 €, pardon. Vu le montant, il avait fait une demande à l'AGEFIP et la MDPH. La MDPH a mis un temps infini à répondre. Ça devient très compliqué. À partir du moment où il va avoir un CDD long, je pense qu'on peut faire directement, dès qu'on connaît la durée du CDD, je pense qu'on pourra faire une demande d'aménagement de poste de travail. Okay. Je rencontre l'employeur normalement à la mi-mai
Donc, je reviendrai vers vous, du coup. Oui, 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 tout à fait. Nous, on Ok. est en train d'essayer de débloquer sa situation, là. C'est un peu compliqué. C'est ça. Mais normalement, sur un CDD d'1 an ou 2 ans, on peut faire une demande d'aide. Quelquefois, la GFIP accepte en dessous, en faisant la demande au nom de la personne. Par exemple, sur un CDD long de 6 mois, 1 an, si on fait la demande de matériel au nom de la personne, à la fin du CDD, la personne peut repartir avec son matériel et refaire un autre CDD dans une autre entreprise. C'est un peu le but, ou refaire une formation. Ok. Ou chercher du boulot avec plus d'autonomie. Voilà. Ok. Bon, bah, je reviendrai vers vous de toute façon. Ok, Merci. très bien, merci. Voilà, je vais Alors, passer Il y a une question de Cécile aussi, mission locale de Cherbourg. Oui, Oui, en fait, en tant que conseillère mission locale, on reçoit donc des publics 16-25 ans. Donc, si moi j'ai un jeune qui vient me voir en me disant, alors, reconnaissance, travailleur handicapé, pourquoi pas, ou peut-être pas, mais voilà, me dit qu'il a du mal à voir, etc. On sait qu'il est suivi par un ophtalmo. Bref, le diagnostic est posé. Simplement, il a besoin d'un aménagement pour pouvoir travailler de manière confortable. Du coup, est-ce que j'ai vu qu'une autre personne avait posé la question et je trouve ça très intéressant, du coup, je reviens dessus, peut-être que ça aidera pour d'autres. Est-ce qu'on doit automatiquement passer par un PASS, donc par les prestations d'appui spécifiques qui sont développées donc par l'ADAPT, financées par la GFIP? Est-ce qu'on doit passer automatiquement par ça, c'est-à-dire que quelqu'un de chez vous se déplace, parce que c'est la formation qu'on avait eue pour diagnostiquer, et après, par la suite, faire un aménagement de poste ou un aménagement de matériel? oui, je ne sais pas pourquoi vous dites que les passes sont développés par l'ADAPT. Parce qu'en fait, c'est la formation qu'on avait eue soutenue par la GFIP et c'est l'ADAPT qui nous en avait parlé en disant que c'était la SIADV qui Ah oui, effectivement était… voilà, c'est eux qui nous l'avaient dit en fait, c'est pour ça que ah, j'en parle. Mais ce n'est pas forcément en lien avec vous forcément, oui bien sûr. d'accord. Mm. Ok. Bah oui, il faut passer par les passes parce que je ne vois pas quel est l'avantage de passer par une passe. Ça vous permet d'avoir une prestation qui est financée directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de… C'est complètement transparent. D'accord. Vous êtes prescripteur de toute façon. Mm. Donc, il faut remplir la fiche et nous, on intervient. Alors, quand on ne connaît pas la personne, on va souvent préconiser un bilan fonctionnel dans nos locaux à Caen. Le bilan fonctionnel, ça va être sur une demi-journée ou une bonne demi-journée, suivant le nombre d'évaluations qu'on va faire. Ça va nous permettre de bien comprendre quelles sont les difficultés de la personne. Alors, quelle est sa vision fonctionnelle, ses difficultés, comment la personne peut déjà compenser et comment nous, on peut proposer des nouvelles, on peut proposer aussi des nouveaux moyens de compensation. Ça peut être par exemple, souvent quand les personnes fatiguent beaucoup à la lecture, ça arrive de temps en temps que l'orthoptiste dise bah, faut faire de la rééducation en orthopsie pour diminuer cette fatigabilité parce qu'il y a un défaut de convergence ou de choses comme ça. Voilà. Et il vaut mieux faire cette rééducation et avoir un poste adapté moins lourd derrière que l'inverse. À savoir aussi que quand on fait le bilan fonctionnel, si la personne, par exemple, vient de Cherbourg, elle peut venir en train, on va la chercher à la gare et on la ramène au train suivant. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être perdue à Caen, en arrivant à Caen, et ne pas savoir comment et où aller ensuite. Donc, on prend les personnes en charge. Hein, on sait que les personnes ont plus de difficultés de déplacement quand elles sont déficientes visuelles. Donc, on offre cette possibilité également. Et ensuite, on va faire une prestation d'identification des solutions de compensation. D'accord. Alors, soit sur site, soit en formation, soit en emploi, soit… Enfin, c'est sur site tout le temps. D'accord. Voilà. Alors, ça peut être sur site à la mission locale, à Cap Emploi, chez la personne, à domicile, enfin, etc. Et donc, si j'ai bien compris, les 5 000 € dont vous parlez de la GFIP, ça peut être dans ce cadre-là. Tout à fait. D'accord, très bien. J'ai bien tout saisi. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.
J'attends maintenant votre prescription, c'est ça? Peut-être, certainement. Ok. Ok. Il y a... Nouria aussi, qui est du Pôle emploi Mondeville, qui Ouais. demande si dans le cadre d'une recherche d'emploi, il est possible de faire une demande de matériel adapté. Oui. Oui. Alors, il faut vraiment... faites bonjour parce qu'on doit se voir par la fenêtre en face. On peut faire, quand la personne est vraiment en recherche active de travail, on peut faire effectivement un dossier d'aide. L'AGEFIP comprend bien qu'une personne qui est déficiente visuelle, elle aura du mal à chercher du travail si elle ne peut pas accéder aux annonces, si elle ne peut pas accéder, si elle ne peut pas faire ses courriers, ses CV, si elle est en difficulté pour aller à un rendez-vous, etc. Donc, on peut intervenir. Voilà, ça permet peut-être de faire la transition sur le SIADV et notre fonctionnement, notre offre de service. Je vais pas revenir sur nos financeurs, j'en ai déjà parlé. Notre offre de service, donc on est une équipe pluridisciplinaire, parce que vous avez compris que une personne qui a une déficience visuelle peut avoir des difficultés au niveau des moyens de communication, au niveau des déplacements, ça peut être aussi au niveau des activités de la vie journalière. Alors vous allez me dire, on n'est pas, quand on est dans l'insertion, les activités de la vie journalière ne devraient pas nous concerner, sauf sur certaines tâches qui peuvent être de la restauration, du nettoyage, de locaux, du pressing, etc., etc. Donc, conseiller spécialisé, orthoptiste basse vision, qui fait les évaluations en basse vision, donc pendant les bilans fonctionnels, instructeur en locomotion pour tout ce qui est déplacement, instructeur en activité de la vie journalière quand il y a des tâches liées à ces activités, formatrice spécialisée pour tout ce qui est formation spécialisée au logiciel ou imaginons quelqu'un qui devient aveugle, si on n'a pas appris le clavier, on ne va pas savoir où sont les touches, donc il va falloir qu'on apprenne à utiliser le clavier entre guillemets à l'aveugle, donc il faut réapprendre, faire une formation dactylo. Et puis ergonome pour adapter les postes de travail. On a donc chacune ou chacun a sa spécificité, donc on peut intervenir aussi à plusieurs sur la même prestation. Alors, des moyens matériels, on a un parc de matériel, vous avez vu, je vous ai présenté très succinctement les téléagrandisseurs, les vidéoloupes, les claviers, les logiciels. On a tout ça au SIADV, donc on a un parc de matériel avec à peu près 200 aides techniques qu'on renouvelle tout le temps parce qu'il y a des évolutions technologiques. Aujourd'hui, on a également, vous en avez entendu parler, du parc matériel d'efficience motrice, mais nous, on a aussi du prêt de matériel d'efficience motrice qui vient de se mettre en place. On a également, nous, une convention de prêt de matériel depuis 3-4 ans avec la GFIP. On peut faire cette prestation de prêt de matériel, par exemple, pour quelqu'un qui accède à un emploi et qui a besoin de matériel spécialisé pour pouvoir travailler, le temps que nous, on fasse l'adaptation du poste. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une déficience visuelle acquise au cours de sa vie professionnelle, qui est en arrêt pour cette déficience visuelle, qui revient sur son poste, mais qui ne peut plus travailler parce qu'elle n'a pas les outils adaptés pour. Donc, on peut faire ce prêt de matériel. Ça peut être aussi pour une formation, etc. On a notre banc d'évaluation, donc pour les bilans fonctionnels, et on est toujours, bien sûr, en veille technologique. Nos bénéficiaires sont les personnes en situation de handicap visuel au titre de la loi de 2005, les entreprises du secteur. Est-ce que, Guillemette, excuse-moi, est-ce que vous avez des actions au niveau des établissements scolaires? Non. C'est une question d'une SIAE de Bernay. Ouais, non. Alors j'ai envie de dire oui et non.
comme d'habitude. Alors, établissement scolaire jusqu'au bac, à partir du moment où la personne est en enseignement général ou même technologique, on ne va pas intervenir. Il y a des services d'intégration scolaire qui sont là pour ça, qui font la même chose. En revanche, un jeune en apprentissage, en alternance, s'il a un contrat de travail, on peut intervenir. Ça nous arrive aussi d'intervenir. Conjointement avec Alfred. Par exemple. Mais ça nous arrive aussi d'intervenir, oui, en général, c'est avec Alfep. Oui. Voilà, donc jeune en alternance, il a un contrat de travail, on peut intervenir. Quelqu'un qui est en enseignement supérieur, par exemple, là, on est intervenu il n'y a pas longtemps avec l'université de Caen parce qu'ils avaient une étudiante aveugle et ils n'avaient pas de moyens, donc ils nous ont commandé une prestation. Là, dans ce cas-là, on intervient sur devis avec la mission handicap de l'université. Et après, ce sont des cas particuliers. On peut intervenir en centre de formation supérieure, par exemple, si l'école est prête à signer un devis. C'est comme pour les ESAT. Hein. Voilà. Donc, ensuite, c'est du cas par cas. Et une dernière question de l'ADAPEI. Oui. Quelles sont les adaptations principales à effectuer sur l'environnement d'un atelier ou d'un établissement? Ça dépend des tâches de travail. Ça va dépendre des tâches de travail de la personne et de ses difficultés. Donc, c'est là toute notre, j'allais dire, notre expertise d'analyser la fiche de poste, les difficultés de la personne lorsqu'elle réalise ses tâches de travail. Mais c'est vrai que dans 80% des cas, on intervient souvent sur la lecture de documents ou la vision de petits détails, par exemple, des tâches fines, j'ai envie de dire, sur certains ateliers, voilà, il y a du tri de petites pièces ou des choses comme ça. Donc, on peut essayer de travailler sur les contrastes, ça peut être des gestes techniques aussi, ça peut être de l'éclairage, ça peut être du grossissement des pièces. Hein, ça nous est arrivé de faire des aménagements pour des personnes en service qualité qui devaient contrôler des pièces, voir s'il y avait des rayures, par exemple, sur des pièces métalliques. Donc avec un téléagrandisseur, une caméra. L'éclairage est important. Voilà, c'est souvent. Et après, si la personne est sur informatique, on va adapter le poste informatique sur la taille des écrans, les claviers, les paramétrages écran, luminosité, contraste, taille des caractères, fond d'écran, etc. Au-delà du poste de travail, ma question, c'était aussi sur l'environnement. Alors, on intervient aussi sur l'environnement. On peut intervenir sur l'accessibilité au poste, comment la personne va faire pour aller de l'entrée de l'entreprise ou du parking jusqu'à son poste de travail. On peut intervenir sur les déplacements. Alors, j'aurais pu mettre des photos. Ça nous est arrivé, par exemple, dans des halls d'entreprise très grands, très clairs, sans aucun contraste, de faire peindre tout simplement des poteaux qui sont au milieu du hall. Ça nous est arrivé, alors on intervient sur les escaliers, hein, les nez de marche contrastés, les rampes. Voilà, c'est beaucoup de contrastes, les portes vitrées avec des contrastes. Ça peut être aussi des bandes podotactiles qu'on va installer. Hein, c'est tout ce qui est utilisé en fait dans l'environnement, même des placements urbains. Hein, toutes ces bandes podotactiles sont utilisées. Ce qui est très important quand on fait cette accessibilité des déplacements, c'est de respecter à la lettre les normes. Je vais vous donner un exemple tout bête. La bande podotactile, souvent, on les retrouve posées au bord de la marche.
Alors, malheureusement, on n'est pas de visu. Quand on est de visu, je montre comment ça se passe. Quand quelqu'un marche, si vous marchez les yeux fermés, vous avancez le pied droit et le pied gauche est déjà quasiment en train de partir quand le pied droit a touché le sol, quoi. Donc, voilà. Si le pied droit touche la bande podotactile, dans votre cerveau, ah, attention, il y a un escalier qui descend. Mais votre pied gauche, il est déjà parti. Parce que ça va vite, hein, ça va très vite. Si la bande podotactile est au pied de la marche, votre pied gauche, il est déjà dans le vide. Si votre bande podotactile est à 50 cm de la marche, qui est la norme, votre pied gauche sait qu'il a encore un pas à faire. Et là, on descend l'escalier, on est en sécurité. Et la plupart du temps, on retrouve les bandes podotactiles posées au bord de la marche. Je me dis toujours, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'aveugles dans la société, parce qu'il y en a beaucoup qui tomberaient dans les escaliers, dans les établissements publics. Voilà, il y a vraiment il y a des normes d'accessibilité et nous, on fait des diagnostics et conseils en accessibilité tout handicap. Dans les établissements publics et privés, il y a 2 personnes de l'équipe qui sont formées sur cette expertise d'accessibilité tout handicap. OK? Ça, c'est bon? On a Sandra de la mission locale de Mortagne, l'Aigle Mortagne, qui pose la question d'un référent à la GFIP sur la déficience visuelle, si tu as des coordonnées à lui transmettre. Alors, référent pour pourquoi? Sur les passes? Si Sandra veut prendre la parole, je pense qu'elle t'expliquera mieux que moi. Oui, bonjour. Bonjour. C'est par rapport, si on a des infos à demander, j'aimerais bien avoir un référent parce que c'est compliqué d'appeler la GFIP, quel que soit le handicap d'ailleurs, de réussir à avoir un référent. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un nom de quelqu'un qui est plus spécialisé dans la déficience visuelle? Mais des infos de quel type? Eh bien, pour les aides, tout ça. Ah, les aides, mais les aides, ce sont les mêmes que pour les autres handicaps. Hein. C'est-à-dire que vous avez les aides, c'est les passes, c'est le financement des aides techniques, 5 000 €, etc. Nous, notre référent, on a juste, nous, un référent par rapport à notre dossier de déficience visuelle financé par la GFIP, hein, c'est Marie-Odile Guichard. Je ne sais pas si elle accepte qu'on donne son numéro de portable, j'en sais rien. Il faudrait lui demander lors de la prochaine réunion. Sinon, sur tout ce qui est technique par rapport à la déficience visuelle, il faut nous appeler nous. D'accord. Hein, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je peux vous expliquer la situation? Oui. Parce que c'est un cas concret. C'est un jeune là qui est en scolaire sur Angers. Oui. Il est malvoyant. Oui. Hein. Donc, il est reconnu évidemment par la MDPH, tout ça. Et en fait, il veut faire c'est en vente. Hein, d'accord. Et il souhaite faire l'année prochaine, continuer, mais en alternance. D'accord. D'accord. Voilà. Et il a fait un stage à Decathlon, ça s'est bien passé, mais il n'arrive pas à me dire, comment dire, ça s'est bien passé, ok, parce qu'il a le matériel, hein, parce qu'il est habitué, évidemment. Mais je voulais l'aider, pour sa recherche de contrat d'apprentissage, quand il sera pour l'aide vous savez, pendant son emploi, parce que ça va certainement être dans un Decathlon, mais voilà. Donc, je voulais lui donner des infos sur les aides possibles pour qu'il puisse appréhender, puis pour que l'employeur accepte de le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le problème… Réussir à négocier un contrat d'apprentissage. Oui. Le problème, c'est que Decathlon, si mes souvenirs sont bons, a un accord d'entreprise sur l'embauche des personnes handicapées. Donc, ils ont un budget dédié à ça. Donc là, ce n'est pas la GFIP qui va intervenir, c'est Decathlon en direct. D'accord.
Et nous, si par exemple vous nous faites appel pour qu'on intervienne, il faudra qu'on traite avec Decathlon sur un devis pour lui permettre d'être autonome sur son poste de travail. Très bien, donc je vous appelle. Vous nous appelez, mais surtout vous dites à Decathlon de nous appeler. D'accord. Alors, c'est évidemment, le jeune, là pour l'instant il est sur Angers, mais sinon c'est un Normand, hein, il est sur notre Oui. secteur, sachant qu'on est limitrophe, vous savez, de l'Eure-et-Loir et de la Sarthe. Ah Donc oui. le Décathlon, il ne sera pas dans l'Orne, hein. Voilà. Ah, alors s'il n'est pas dans l'Orne, il faut demander, si c'est la Sarthe, c'est le SIADV de Tours, il me semble, qui doit s'occuper des... D'accord. Et le 28? Et le 28, je me demande si ce n'est pas eux, Tours vous dira, mais je crois que c'est Tours aussi. D'accord. Mais je ne suis pas sûre, mais je crois. Ok. Bon, merci, hein. Voilà. Donc, notre offre de service, dans le cadre du marché AGFIP-FIP, donc pour les non-initiés, le FIP, c'est le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de la fonction publique. Donc, nous, on intervient sur les PASS, donc les prestations d'appui spécifiques en déficience visuelle. Alors, il y a pas mal de PASS, hein, mais ça, je ne vais pas vous les présenter parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et puis, vous avez les sensibilisations qu'on peut faire auprès de tous les partenaires, les prescripteurs. On a également cette prestation prêt de matériel, je vous en parlais tout à l'heure, donc qui existe depuis 4 ans. On peut être financé en direct, l'exemple de précédent est un bon exemple. On peut être financé en direct par des établissements privés ou publics, hein, qui ont des accords ou des conventions avec l'État. On peut faire dans ce cadre de la sensibilisation, des études ergonomiques DV, enfin déficience visuelle, des prêts et des locations d'aide technique, et puis on peut faire aussi des diagnostics et conseils en accessibilité tout handicap, et puis plus particulièrement sur la déficience visuelle. Si on a 5 minutes, je vous passerai des photos d'aménagements qui ont été faits. Et puis, dans le cadre du service formation, on fait des formations aux aides techniques, hein, tout ce qui est, par exemple, synthèse vocale, etc. On fait des formations en locomotion, c'est-à-dire une personne qui perd la vue, qui ne peut plus aller à son travail, qui ne peut plus se déplacer d'un bureau à l'autre, il va falloir qu'on lui apprenne des techniques, hein, pour se déplacer. Ça passe aussi par la connaissance des lieux. Par exemple, si c'est une personne aveugle qui arrive dans une nouvelle entreprise, il va falloir qu'elle prenne connaissance des lieux. On peut faire des plans, alors si elle est aveugle, on va faire des plans en relief. Si elle est malvoyante, on peut faire des plans en agrandi avec des contrastes, etc. On fait des formations informatiques pour les personnes qui doivent utiliser l'informatique et puis qui ont perdu de l'autonomie sur leurs outils liés à une déficience visuelle, et puis aux logiciels spécialisés. Donc, dans les logiciels spécialisés, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle les revues d'écran, hein, paramétrage d'écran, ZoomText, Supernova, etc. Vous avez aussi les synthèses vocales. Donc, ZoomText et Supernova peuvent être utilisé avec une synthèse vocale. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle la synthèse vocale JAWS qui permet aussi de travailler en braille. Et puis, vous avez un Supernova aussi qui permet de travailler en agrandi, vocal et braille. Vous avez des synthèses vocales, vous avez NVDA, hein, qui est gratuit, mais qui ne passe pas partout non plus. Bon, il y a pas mal de logiciels, il faut apprendre à les utiliser pour être efficace, performant sur son poste. On fait des formations aux déficiences visuelles et moyens de compensation, hein, auprès des dirigeants, des collaborateurs, des tuteurs, etc. Ça peut être sous forme d'une présentation, effectivement, comme on vient de faire. Ça peut être, on peut commencer souvent l'intervention par ce qu'on appelle un café gourmand ou la terminer par un repas dans le noir ou des choses comme ça. On essaye d'aborder tous les thèmes. On met les personnes en situation de déficience visuelle pour qu'elles comprennent bien, hein, les difficultés. OK. Alors, ensuite,
Je vais peut-être pas revenir, ou je vais revenir rapidement sur l'évaluation des capacités fonctionnelles. Hein. On va faire des tests sur le plateau technique du SIADV. Donc, c'est le seul moment où on va demander à la personne de venir au bureau, hein, sur notre plateau technique. On va faire une évaluation en orthopsie. On va vérifier l'autonomie, la fatigabilité en lecture-écriture, hein, tout ce qui est visuel, vocal, braille, en locomotion, en activité de la vie journalière. On peut intervenir aussi, observer, analyser sur un poste de travail pour valider une fiche de poste ou valider un projet professionnel, ce qui peut être intéressant pour les missions locales et Pôle emploi. J'ai eu un dossier il n'y a pas très longtemps, la personne a des difficultés visuelles, des problèmes d'équilibre et elle nous a dit qu'elle voulait être plombier. On dit pourquoi pas. Maintenant, on va peut-être vérifier avant que la personne rentre sur une formation si le poste est bien compatible avec ses difficultés. Il ne s'agit pas d'emmener quelqu'un en formation, de la former et de dire à la fin, bah non, vous ne pourrez jamais être plombier parce que vous n'avez pas de permis de conduire ou vu vos problèmes d'équilibre, vous n'allez pas réussir à soulever des charges lourdes parce qu'il y en a quand même sur ce type de travail ou à faire des choses minutieuses. Il y a quand même des tâches minutieuses aussi en tant que plombier. Vous pouvez être amené à faire de la soudure, ce qui n'est pas forcément bon pour quelqu'un qui a un problème visuel, enfin, etc. La deuxième partie, ça va être identifier les solutions de compensation. Là, on va être sur le poste de travail, sur le poste de formation ou éventuellement à domicile et on va observer, analyser les difficultés, on va les caractériser et puis on va proposer des solutions de compensation qu'on va pouvoir tester, que la personne validera. Une fois que la personne aura validé, c'est le médecin du travail qui valide et l'employeur. Et puis, évidemment, le prestataire aussi, le prescripteur, pardon. Donc, ces solutions de compensation, hein, je vous en ai parlé, hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça peut être aussi, en solution de compensation, ça peut être aussi, ça peut être effectivement des moyens techniques, mais ça peut être aussi de l'organisationnel, du travail sur une fiche de poste, travail sur les horaires. Hein, quelqu'un, je vous ai parlé de la rétinite pigmentaire, hein, celui qui ne voit pas de nuit, on va éviter qu'il termine son travail à 5h30 ou à 17h30 ou 18h l'hiver. Hein, donc, on va peut-être travailler sur ces horaires pour pas qu'il soit en difficulté. Quelqu'un qui fatigue très vite sur ordinateur et pour qui les moyens de compensation ne diminuent pas cette fatigabilité, on va peut-être travailler sur de l'alternance de tâches. Donc, revoir la fiche de poste. OK. On va mettre en œuvre les techniques de compensation. Une fois que la personne aura reçu ces aides techniques, on peut les mettre en œuvre, l'aider à une prise en main. Et puis, on peut aussi faire des formations à la compensation, en AVJ, en locomotion, en informatique, etc. On peut apprendre les trajets avec l'instructrice de locomotion. Comment aller au travail, comment prendre des transports en commun, etc. Et on peut éventuellement adapter des documents de travail en grossissement, en braille, en vocal, etc. Tout ce qui est sensibilisation, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez, là, il y a des... Hop, j'avais des bandes podotactiles tout à l'heure. Voilà, cette photo ou du contraste dans un escalier. Voilà, un contraste pour repérer la descente d'escalier. Vous voyez ici, vous avez aussi une photo où on ne voit absolument pas le contraste entre les marches et le sol. Voilà. Juste de petites photos d'une personne, voilà, avant aménagement, qui avait besoin, qui utilisait une loupe à main pour lire les courriers. Vous imaginez les postures, les bras toujours en tension. Et ensuite, il fallait qu'elle saisisse sur son ordi.
On a donc installé un téléagrandisseur qui renvoie l'image sur un écran et elle peut saisir d'un écran à l'autre. Hein, et elle a un clavier adapté avec des gros caractères. Les postures sont améliorées, la distance de lecture est augmentée, la personne s'est retrouvée en confort. Alors je vous montre juste quelques exemples de postes qui ont été adaptés, comme quoi on peut adapter beaucoup de postes de travail, j'ai envie de dire quasiment tous. Après, ça dépend de l'atteinte, du degré d'atteinte, de la motivation de la personne, etc., des conditions de travail, de la fiche de poste, etc. Et puis, comme on le disait hier, Guillemette, je pense que la première chose à avoir en tête, c'est bien de demander à la personne ce dont elle a besoin. Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de plus de lumière, de moins de lumière, de plus de contraste, mais c'est elle qui sait finalement. C'est elle qui est au centre du dispositif. Et si elle a envie d'avoir une adaptation de poste ou une prestation du SIADV, elle le dira. Nous, on ne force personne, on est là, on conseille. Alors, elle peut nous dire, j'ai besoin de plus de lumière, mais quelquefois, la personne n'a pas non plus cette conscience. Donc, c'est nous qui allons l'amener à prendre conscience en faisant des essais, en testant voilà, avec des lumières différentes, etc. Elle va dire, ou des tailles d'écran différentes. Hein. Moi, j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps, un jeune homme qui a été embauché dans une entreprise. Et donc, il a fait toutes ses études en intégration scolaire avec des aides techniques. Donc, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et quand on nous a appelés sur le poste de travail, moi, il m'a dit, non, non, moi, je ne veux pas qu'on grossisse mes documents papier parce que les téléagrandisseurs, c'est énorme. Je ne veux pas de ça sur mon bureau. Et en plus, il avait raison, il n'avait pas de place sur son bureau. Donc, ça me semblait compliqué. Et je lui ai dit quand même, oui, oui, puis j'ai déjà un grand écran, donc tout va bien. C'était un peu du style, je n'ai pas besoin de vous. Et puis, en fait, je lui ai quand même amené du matériel. Je lui ai dit, mais on peut quand même essayer et tester, et puis vous verrez. Et je lui ai sorti un téléagrandisseur qui est juste une caméra qu'on branche sur l'ordinateur et qui permet un partage d'écran. Et là, il se retrouvait avec ses documents papier sur son écran à côté de son document informatique. Et là, il m'a dit, ah, c'est quand même fou ce que ça s'est amélioré, les aides techniques. Et il a tout de suite validé. Du coup, je lui ai dit, bah, votre écran, moi, il me paraît un peu petit pour avoir les deux. Est-ce que vous voulez tester un écran un peu plus grand et incurvé? Par exemple, l'écran incurvé est pas mal aujourd'hui. On en utilise de plus en plus. Et résultat de l'opération, on a essayé, il avait un 27 pouces, on a essayé un 32 pouces incurvé. En 2 temps, 3 mouvements, il avait validé. Ouais. Donc, c'est vraiment, il y a la personne qui va dire j'ai besoin, j'ai pas besoin, mais il y a aussi le manque de connaissance de ce qu'il existe qui fait que les personnes peuvent refuser. Donc, c'est vrai que c'est à nous d'être diplomate et de faire essayer sans… il m'aurait dit, moi, ça ne me va pas, j'en veux pas, je serais repartie avec mon matériel. Et je l'aurais prêté à quelqu'un d'autre. On va devoir s'arrêter, Guillemette, parce qu'on a déjà débordé d'un quart d'heure et on a de plus en plus de gens qui doivent nous quitter. OK. Donc, je tiens à remercier tout le monde, tous, de votre participation, hein, des échanges qu'on a pu avoir. Et merci à toi, Guillemette, pour l'intervention et la qualité de l'intervention. Voilà. Merci aussi à tous pour avoir été présents et attentifs. Oui, on a sur le chat beaucoup de remerciements, donc c'est agréable aussi. Bon, bah écoutez, merci. Ouais. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. La vidéo sera disponible sous quinzaine sur les sites du Centre aux ressources et du Transition
transition-aramis. Donc, vous pourrez éventuellement y revenir ou partager avec des collègues. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt, au revoir.